Né en 1988, Bruno Pellegrino est l'un des écrivains suisses romans les plus remarquables de sa génération. Ses 4 livres ont paru aux éditions Zoé. Il publie son premier roman, Comme Atlas, en 2015. Puis en 2018, son roman plusieurs fois récompensé, Là-bas, août est un mois d'automne, qui s'inspire librement de la vie du poète et photographe suisse-roman Gustave Roux, livre qui reçoit le prix du livre de la ville de Lausanne, qui lui vaut une première résidence au château de Lavigny en 2020. Son 3e livre, Dans la ville provisoire, publié en 2021, reçoit le prix prestigieux Michel Dantan. Et finalement, Tortue, 9 récits sur les mystérieux méandres de la mémoire, qu'il publie en 2023, après une résidence d'1 an à l'Institut suisse de Rome. Actif pendant 10 ans au sein du collectif Ajar, auteur du Vivre près des Tilleuls, publié chez Flammarion en 2016, il coécrit avec Aude Seigne et Daniel Vuata les 2 saisons de la série littéraire Stand-by, publiée chez Zoé en 2018 et en 2019, ainsi qu'à Terre des Fins, publié chez Zoé en 2022. Bruno Pellegrino est également éditeur et il travaille pour les éditions Zoé. Pour terminer, j'ajouterai qu'il publie à la rentrée prochaine, donc dans quelques jours, chez Art et Fiction, belle maison d'édition genevoise, un très beau portrait littéraire de l'artiste sculptrice Lou Maduro. Ce livre est intitulé Les Bouches et vous pouvez en voir un exemplaire. Voilà, on a la chance de l'avoir alors qu'il n'est pas encore sorti. Bonsoir. Donc comme Sophie l'a dit, c'est la 2e fois que j'ai la chance d'être en résidence dans cette merveilleuse maison. La première fois, j'y ai terminé mon livre, donc mon 3e livre qui s'appelait Dans la ville provisoire. Et puis, pendant que j'étais là en 2020, donc, j'ai aussi recommencé à lire tous les carnets que je tiens depuis l'enfance. Ce qui est une entreprise, je vous l'assure, extrêmement ennuyeuse, puisque c'est pas de la fausse modestie, mais vraiment, voilà, vous pouvez imaginer des pages d'enfance où chaque jour j'écris mon programme de la journée, à quelle heure je me réveille, ce que je mange à midi, quelle matière j'ai étudié à l'école. C'est d'un ennui mortel, c'est chou pendant 5 minutes et puis on en a marre. Mais être ici m'a permis, il y a 4 ans, de me lancer là-dedans. Et puis, j'ai arrêté en quittant le château. Et cette année, en y revenant, j'ai repris ma petite lecture obsessionnelle de mes vieilles choses pour avancer, voire pratiquement achever un manuscrit dont je ne vais rien vous lire ce soir. J'y ai réfléchi un moment, mais c'est encore trop... personne n'a rien lu de ce texte. Et c'est encore trop fragile et trop... c'est trop tôt. Donc, ce que j'ai décidé de vous lire, qui à mon avis a du sens, c'est un texte qui est né dans cette maison, il y a 4 ans justement. En fait, je vais peut-être rien vous en dire, vous allez comprendre les circonstances de la naissance de ce texte, qui se trouve donc dans Tortue, mon dernier livre publié. C'est le chapitre 6 qui s'intitule « La grande vie ». Petit garçon, je voulais être une princesse, porter de longues robes et vivre dans un château. Ma référence majeure était La Belle au bois dormant, version Walt Disney. Ma joie le jour où ma mère m'a montré dans le journal un article consacré aux folies architecturales de Louis II de Bavière, une page entière avec des illustrations. Le château du dessin animé était inspiré d'un modèle réel. J'ai conservé la coupure dans un dossier plastifié. Si j'observe aujourd'hui les tours blanches de Neuschwanstein, ses toits bleus et toutes ses fenêtres, si je me figure les escaliers en colimaçon, les passages secrets, les salles de bal où faire virevolter mes robes, l'effet est le même qu'autrefois. Mélange d'exaltation et d'effroi. Désir, envoûtement. Dans l'intervalle, j'ai appris qu'une telle bâtisse était un cauchemar à entretenir. Et comment imaginer y passer ne serait-ce qu'une nuit, moi qui évite de descendre dans la cave de mon immeuble après le coucher du soleil. Mieux vaut un château comme celui où l'on m'invite à séjourner un été peu après mes 30 ans. Une grosse maison avec des ailes et un toit en argile rehaussé de clochetons. Jardin en terrasse, cour intérieure, dépendance, mur d'enceinte.
En le voyant, je pense à Tintin découvrant Moulinsart. À défaut de Neuschwanstein, Moulinsart aurait pu faire l'affaire si on m'avait posé la question quand j'étais petit. Je prends mes quartiers dans la chambre mise à ma disposition au fond du couloir du premier étage. Si j'en ai le temps, je souhaite profiter de ce mois au château pour relire cette espèce de journal que je tiens irrégulièrement depuis l'enfance. En attendant, je range mes carnets dans un vieux secrétaire et m'allonge pour une sieste dont j'émerge confus et découragé. La lumière qui transperce les rideaux me rappelle la chance que j'ai d'être ici. Secoue-toi, mon chéri. En début de soirée, je retrouve les autres sur la terrasse. Le platane qui s'élève entre cour et jardin a 250 ans, l'âge de la maison, explique Sophie, la directrice. Évoquant les propriétaires qui se sont succédés, elle s'arrête sur cet éditeur allemand qui a fait l'acquisition du domaine dans les années 1970. Après sa disparition, son épouse, une femme plus jeune que lui, prénommée Jane, n'a pas quitté les lieux. Elle est morte au château, oui, dit doucement Sophie. Cette nuit-là, en parcourant le couloir du premier étage pour aller à la salle de bain, je me demande dans quelle pièce on a retrouvé Jane. Je m'interdis de me retourner pour vérifier l'origine des craquements. Je me retourne quand même. Aucune difficulté à me faire à cette vie de château. Les habitudes sont prises en quelques jours. Réveillé tôt, j'enfile un short léger, une chemise que je ne boutonne pas, tout le monde dort encore à cette heure-ci, et je descends à la cuisine, une pièce carrelée de rose pâle, me préparer un café que je sors boire sur le perron. Il fait encore frais, la rosée assombrit le sol de la cour, humide sous mes pieds nus. J'observe une statue de taureau, grandeur nature. Le soleil pointe au-dessus du toit de la dépendance. Avec un deuxième café, je monte m'enfermer dans la bibliothèque. La pièce, tapissée de livres jusqu'au plafond, me rappelle celle de La Belle et la Bête, autre château, autre princesse vêtue de robe digne du petit garçon que j'étais. Je m'installe au bureau, dos à la fenêtre, à la place de l'éditeur. Je travaille à mon troisième livre, un roman dont le narrateur se rend dans une ville étrangère pour y trier les archives d'une traductrice dont il ne sait à peu près rien. Je dois avoir remis le manuscrit d'ici la fin de cette résidence. C'est maintenant ou jamais que je peux résoudre les problèmes et donner au texte la forme qu'il lui faut. Je redescends me préparer des tartines que je mange sur la terrasse. Ces lourdes chaises étaient-elles déjà là, du temps de Jane ? En fin de matinée, je me recouche. Rideau tiré, je somnole en écoutant les gens discuter sous mes fenêtres. À midi, pendant que je réchauffe des restes, je croise parfois l'une des autres personnes qui séjournent ici, occupée au même genre de tâches que moi, concentrée, minutieuse, obsessionnelle. Puis j'embarque une pêche, ma gourde, un livre, j'enfourche un vélo et fonce jusqu'au lac. Debout sur les pédales, je crie de joie dans le vent et le soleil. On dirait les étés de mon adolescence. Du matin au soir, aucune responsabilité. Je pouvais passer mon temps à lire, ma mère pourvoyait à tout. La grande vie. Plus tard, je remonte sur mon vélo, je transpire en traversant les vignes éclairées de biais, je rentre au château. Après une longue douche, apéritif. C'est au cours de ces conversations du soir que j'en apprends davantage sur Jane. Jane Scatcherd, une Anglaise de bonne famille, on la surnomme Lady Jane. Quand elle rencontre l'éditeur allemand au milieu des années 50, elle est déçue qu'il n'ait jamais publié Proust. Leur relation était explosive, leur vie sociale intense. Voyages à l'étranger, hôtels de luxe, fêtes et réceptions au château où défilent les visiteurs illustres. En février 1992, au cours d'un voyage en Inde, l'éditeur meurt subitement. Sur la photographie qui le montre de profil devant le Taj Mahal, on ne devine pas qu'il vit ses dernières heures. Jane se retrouve seule, désertée par les visiteurs illustres. Le château doit lui sembler immense. Elle dîne avec son personnel dans la dépendance, c'est plus simple que de faire déplacer tout le monde. Elle boit énormément. Les circonstances de sa mort me demeurent obscures. J'entends parler un soir d'un suicide dans sa baignoire, avant-bras lacéré, un autre soir d'une fin plus douce, dans son lit, à un âge avancé. Son nom ne donne presque aucun résultat sur Internet. Miss Scatcherd est la maîtresse d'école dans Jane Eyre, qui martyrise l'héroïne. J'avais oublié ce personnage. De ce roman, je me rappelle surtout le manoir de Rochester et la femme enfermée dans le grenier, une histoire qui me terrifiait.
Lady Jane, elle, disparaît derrière son grand homme de mari et derrière sa propre sœur, Yvonne, actrice célèbre en son temps. Je cuisine Sophie, qui me dit « T'es vraiment intéressée, on dirait. J'ai peut-être quelque chose pour toi. » Il y a quelques années, en vie dans les combles, elle est tombée sur de vieux papiers. J'imagine des liasses de lettres ou le journal intime de Jane, mais elle précise de la paperasse administrative. Factures, relevés bancaires, ce qu'il y a de plus barbant à première vue, mais ça vaut la peine de s'y pencher. J'ai tout gardé, bien sûr, ajoute-t-elle. Je peux te montrer si tu veux. Un gros classeur gris, semblable à ceux dans lesquels je range mes papiers. Sur l'étiquette, au feutre noir, la couleur est passée, mais c'est encore lisible, Bills 1992. Ce doit être l'écriture de Jane. Je songe que dans sa langue maternelle, comptabilité se dit bookkeeping, tenir les livres. L'exercice qui est pour moi source d'ennui ou d'anxiété semble soudain moins hostile. À l'intérieur des séparations alphabétiques, cela commence par une interminable facture de chez Allegro, 2683 francs et 40 centimes. Le fait qu'elle soit datée du 1er mars 1994 m'indique d'emblée que le contenu du classeur déborde ce que promet l'étiquette. Gants de vaisselle, savon noir, vinaigre de vin blanc, produits pour l'argenterie et le cuivre, insecticides et antimites, papier toilette, lessive en poudre, sac à ordures. Jane a dû faire cette année-là un grand nettoyage de printemps. Le 15 février 1994, Jean-Luc A., menuisier à Aubonne, adresse une facture pour la réparation de la fenêtre de la cuisine. Le 17 avril 1991, Jane reçoit de chez Ashida, 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, 4 pantalons écrus pour un total de 26 000 francs français. À la réflexion, ce n'est sûrement pas elle qui faisait les courses et le ménage, mais plutôt Armandina P. et Antonio M., dont je lis les noms sur un document daté de 1993. Sous la lettre A se trouvent aussi des primes d'assurance, mais ça, vraiment, je n'arrive pas à m'y intéresser. Réveil en sursaut en pleine nuit. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je n'ose pas allumer ma lampe de chevet. Reste immobile, le cœur battant, un temps infini. Je me rendors à mon insu. Le lendemain matin, je scrute la fenêtre de la cuisine, mais le menuisier d'Aubonne n'a pas laissé de cicatrice.